dans la mise en application de la loi pour faire place aux décisions plus faciles du côté gouvernemental qui, encore aujourd'hui, doit renverser le principe de la primauté parentale quand la loi est mise en application. Maintenant, de mon côté, je propose une chose aux parents biologiques. C'est-à-dire que je propose aux parents biologiques d'aller les représenter devant la commission parlementaire qui va faire l'étude de ce projet de loi qui va toucher éventuellement la primauté parentale. Le projet devrait être déposé à l'automne. Maintenant, on a déjà commencé à préparer des propositions qu'on veut déposer aux législateurs, de la même manière que les légistes de l'Assemblée nationale. Le projet de loi, de notre côté, par le moyen d'un référendum populaire, on invite les parents à se prononcer sur certaines questions qu'on va déposer à l'Assemblée nationale du côté des parents. Et maintenant, juste pour illustrer la chose, je vous dis les premières propositions les plus importantes, c'est-à-dire que dans l'article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse, qui est, si vous voulez, comme le guide qui doit guider l'intervention de l'État dans la famille, donc ce serait de remodeler l'article 4 pour placer en premier lieu la primauté parentale, c'est-à-dire, comme on l'a dit, soit du point de vue de l'enfant ou du point de vue des parents, mais le droit de l'enfant d'être aimé par ses parents biologiques, en premier lieu, comme un incontournable dans la loi. Okay? Et en deuxième lieu, si les parents biologiques, il est démontré qu'ils ne peuvent pas s'occuper correctement de leur enfant, ben là, on mettrait en second lieu ce que j'ai appelé la primauté de la famille de proximité. C'est-à-dire que là, si les parents biologiques, pour une raison X, ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, on va privilégier à ce moment-là les grands-parents, les mononcles, les matantes et la famille proche de proximité. Maintenant, si on ne trouve pas personne dans la famille de proximité de l'enfant qui est disposé, qui est disponible, prêt et capable à lui donner les soins dont il a besoin, on passerait à une troisième étape qui serait ce que j'ai appelé la primauté culturelle. Et là, c'est quelque chose, dans le fond, qui est intéressant pour toutes les communautés culturelles, notamment la vôtre. C'est-à-dire que si dans la famille de proximité de l'enfant, on n'a pas une personne qui peut prendre soin de l'enfant, bien là, à ce moment-là, on regarde du côté de la communauté de l'enfant. Donc, si l'enfant vient d'une communauté musulmane, par exemple, bien là, on va regarder du côté de la communauté musulmane pour trouver un remplacement, un parent remplaçant, un parent substitut pour l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, de la manière dont les choses sont faites, à partir du moment où un juge a prononcé que l'enfant doit être placé, c'est au bon vouloir des intervenants de la DPJ de décider où et comment cet enfant-là sera placé. Donc, il s'agirait de mettre des balises, de proposer aux législateurs des balises dans la loi pour que les intervenants suivent une trajectoire qui, en premier lieu, se situe le parent biologique de l'enfant. Après ça, sa famille de proximité et aussi une priorité à la culture de cet enfant-là. Et en dernier lieu viendrait l'intervention de l'État comme elle se fait actuellement. Donc, au contraire, le projet de loi, quand on entend le ministre nous dire que l'État n'a plus besoin des parents biologiques, on comprend très bien que c'est tout le contraire, c'est l'inverse qui est en train de se produire. La primauté parentale s'en va en dernier lieu, puis l'intervention de l'État va devenir la première chose qu'on va vouloir mettre en place. Maintenant, nous, en tant que famille, parents biologiques, on a un droit constitutionnel de s'impliquer dans le processus législatif et la démarche que je vous propose, c'est de vous représenter. Et plus il va y avoir de parents qui vont soutenir cette démarche-là,
quand je vais aller en commission parlementaire, par exemple, plus on va avoir de poids face au gouvernement de justice, c'est-à-dire avec un jury de parents. Un peu comme les avocats sont jugés par des avocats, les médecins sont jugés par des médecins, les comptables sont jugés par des comptables, les juges sont jugés par des juges. On propose qu'il y ait un jury d'une douzaine de parents représentatifs de la situation de l'enfant et aussi des parents de la culture de l'enfant qui pourraient siéger sur ce jury pour rendre la décision si oui ou sinon on doit placer cet enfant-là ou couper les liens avec ses parents biologiques ou le mettre à l'adoption. Et on comprend que de ce côté-là, sur le plan international, il y a une tendance maintenant dans à peu près tous les pays à retirer les enfants de leur famille et il faut s'impliquer si on veut freiner cette situation-là, puisque là, je veux dire, avec la nouvelle loi et avec l'intention évidente du gouvernement quand on dit on n'a plus besoin des parents biologiques, on comprend que le Québec s'apprête à prendre ce virage qui est le placement rapide et facilité des enfants vers l'adoption ou vers le placement à majorité qui en réalité est une forme d'adoption déguisée puisqu'on perd l'enfant jusqu'à sa majorité. Donc voilà. Maintenant, pour appuyer la démarche, on est en train maintenant de faire une campagne de sensibilisation, probablement que vous allez le voir à l'envers, mais c'est pas grave, sur la primauté parentale. Et il y a une petite adresse toute simple ici, lespapas.org/référendum. Toute l'information se trouve à cette adresse-là. Et vous pouvez cliquer sur un petit bouton et dire oui, j'appuie la démarche, je confie de mandat à Alain Rioux de défendre la primauté parentale devant l'Assemblée nationale, par exemple. Et vous pouvez voter sur les propositions de changement de loi et émettre vos propres propositions. On va les regarder, on va les analyser. Et de notre côté, au même moment que les légistes de l'Assemblée nationale rédigent la prochaine loi, on prépare nous aussi nos propres amendements à cette loi-là qu'on va aller déposer et c'est notre droit constitutionnel. D'ailleurs, j'ai déjà fait la demande officielle à la direction des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale pour être reçu et entendu au nom du deuxième groupe que je dis le plus important après l'enfant, c'est-à-dire ses parents biologiques. Donc, je pense que ça couvre un peu le portrait de la situation actuelle pour aller défendre la primauté parentale et défendre le droit de la famille de vivre ensemble, de vivre avec leurs enfants, d'aimer nos enfants et de choisir des choses d'éducation, de religion avec nos enfants pour nos familles. Et comme le disait la représentante de l'ONU, on déplace des enfants vers des familles d'accueil ou qui est devenu presque une entreprise parce que c'est très payant. Les familles d'accueil reçoivent entre 2500 et 4000 dollars par enfant et ils peuvent avoir jusqu'à 9 enfants. Donc, si on fait le calcul rapide, on voit qu'une famille d'accueil gagne un salaire plus élevé que le premier ministre du Québec. Alors, ça devient presque... Et le budget des familles d'accueil, selon les données qu'on a vérifiées, entre 2014 et 2019, le budget a grimpé de 30%, ce qui est beaucoup d'augmentation. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on veut regarder ensemble et aller devant l'Assemblée nationale pour déposer nos propres demandes. Et je pense que c'est légitime, c'est bien fondé en droit et en fait. Et malheureusement, la chose ne s'est jamais faite dans les 50 années de législation de la DPJ, puisque les parents biologiques sont toujours absents du débat législatif. Alors voilà, maintenant, s'il y a des personnes qui auraient des questions. Alain, oui? Je m'excuse pour rassurer les familles. Parce oui. que je connais personnellement des familles qui ont quitté le Québec parce qu'ils ont cette peur
de ce projet, il est encore un projet de loi. Comment on peut les rassurer? Effectivement, vous avez bien raison. D'ailleurs, je reçois des appels régulièrement de parents qui me demandent s'ils doivent quitter le Québec. Écoutez, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, le projet de loi n'est toujours pas déposé. Donc, on connaît l'intention du ministre et du gouvernement de François Legault de déposer un projet de loi à l'automne. Maintenant, on va intervenir dans ce projet de loi-là, on va demander des changements pour protéger nos familles et on a de bonnes chances de gagner si on est nombreux, si on s'appuie, si on est tous ensemble derrière une même volonté, on a des chances puisque quand il y a des projets de loi, tous les groupes vont demander des choses. Bon, voilà. Déjà, on a une lueur d'espoir là. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, quand une loi et un projet de loi est déposé, il est étudié en commission parlementaire, ensuite il est voté par les parlementaires, mais avant qu'il devienne la mise en application, généralement, ça peut prendre jusqu'à 1 an ou 2 ans supplémentaires avant que la loi ne devienne en application. Et bien entendu, même le jour où la loi va rentrer en application, ça ne veut pas dire que là, le gouvernement va se garrocher sur les familles pour tout saisir les enfants. Ce qu'il faut penser, la défense vise plus loin dans le temps que l'immédiat. Parce que là, je veux dire, on parle de... S'il n'y a plus de primauté parentale pour les parents dans la loi d'exception, la primauté parentale va demeurer dans le Code civil et dans la Charte. Je ne pense pas que le gouvernement va changer la Charte des droits. Toutefois, en le changeant dans la loi d'exception, qui est la loi sur la protection de la jeunesse, c'est comme on passe par la porte de derrière pour passer par-dessus la primauté parentale finalement. Et je ne pense pas qu'il y ait un avocat du barreau du Québec qui va être capable de saisir la Commission des droits de la personne pour dire à le gouvernement ne respecte pas la Charte, puisque la DPJ a le mandat de protéger l'enfant. Donc, quand même que ça reste écrit dans la Charte, il faut s'occuper de la loi d'exception, qui est une loi prioritaire dans ce cas-là. Mais, question de temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. On a le temps d'agir, on va agir, on va voir les résultats et il y aura d'autres mesures par la suite possibles également. Donc, c'est pas pour demain, c'est pas pour dans quelques mois. C'est un processus qui risque d'être peut-être un peu plus long qu'on le pense. Mais puisqu'on est là, on va faire demander aux communautés de soutenir Alain, parce Absolument. que là, on va le redire. On a besoin ce qui est important dans le fond, là, présentement, parce que c'est sûr que là, on a déjà préparé des amendements, ce qui est important, c'est d'aller sur le site Internet où vous pouvez appuyer la démarche. Donc là, c'est une question d'appui. Parce que, je veux dire, c'est sûr que le jour où on arrive en commission parlementaire et on dit au ministre, bon, regardez, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui veulent ça. L'intérêt public est en jeu. Et le gouvernement a un mandat de bienveillance de faire les choses pour l'intérêt public. Et là, je veux dire, s'il y a une grande partie de la population qui s'oppose, bien entendu, on a les moyens. Je pense que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Effectivement, je veux dire, c'est l'avenir de l'enfant, c'est l'avenir de la famille qui est le pilier d'une nation. Donc, tout le monde est concerné par cette chose-là. Et, je veux dire, on le sait, depuis plusieurs années, les parents se font tasser des grands débats. Les parents ne sont pas consultés. Et c'est la même chose devant les tribunaux. Moi, les gens qui m'appellent, je constate qu'il y a beaucoup de maltraitance institutionnelle, je veux dire, sur le plan psychologique. Les gens sortent des tribunaux, sont démolis. Tout à fait. Et puis, après ça, ça prend des années, voire certaines personnes ne s'en remettent presque jamais. Il y a une madame qui m'écrit souvent qui arrive à 90 ans, a eu des histoires avec eux autres, elle ne s'est jamais remis de ça. Alors, c'est dur pour les familles et le temps que ça n'est pas arrivé, les familles
croient qu'ils sont à l'abri. Mais le jour où il y a des signalements puis il y en a énormément, on est rendu à 120 000 signalements par année. Dans les années, quand ça a commencé dans les années 70, c'était 20 000, on est rendu à 120 000. Et le nombre d'enfants, naissances dans ce temps-là est à 97 000 par année. On est rendu en bas de 80 000. Donc, il y a 150% plus de signalements que de naissances d'enfants à chaque année. Et vous allez, par exemple, consulter un bureau de médecin. Le médecin s'aperçoit de peut-être quelque chose. Il y a l'obligation de signaler. Vous allez au CLSC, il y a une obligation de signaler, c'est dans la loi. Donc, c'est les professionnels de l'État qui font tous ces signalements-là, en général, même les écoles, même si les directeurs d'école devraient respecter l'article 16 de la loi sur l'instruction publique qui dit que le directeur doit communiquer par écrit avec le parent avant de signaler à la DPJ, on sait très bien qu'ils ne le font pas pour la plupart, puisque c'est confidentiel. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut s'appuyer, il faut se serrer les coudes, et qu'on a le droit, c'est bien fondé en droit, c'est légitime d'aller faire des demandes à l'Assemblée nationale, et rassurez-vous, on va le faire. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Question s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce projet de loi, c'est juste uniquement ici au Québec ou... Oui, parce que la protection de la jeunesse, c'est de compétence provinciale. Okay? Donc c'est juste au Québec? C'est juste au Québec. Pourquoi juste ici au Québec? C'est parce que chaque province a leur système de protection de la jeunesse. Par exemple, juste pour donner un exemple, du côté autochtone, il y a une autre dimension puisque tout le dossier autochtone, c'est de compétence fédérale. OK, d'accord? Alors, il a passé une loi C-72 qui était censée entrer en vigueur en janvier 2020, je crois, et le gouvernement de François Legault a saisi la Cour d'appel pour empêcher la mise en place de cette loi-là qui voulait conférer aux nations autochtones le droit de s'occuper de la protection de la jeunesse comme le font les Atikamekw en ce moment. Et eux autres qui ont réussi à diminuer de 85% les cas judiciarisés et le placement d'enfants. Donc, Québec veut garder la compétence, on le voit parce qu'on bloque le projet de loi fédéral, et chaque province a ses propres lois. Okay? Toutefois, comme je l'explique dans le dossier des Autochtones, c'est comme si ici au Québec, c'était les Américains qui viendraient prendre des décisions judiciaires puis gérer la protection de la jeunesse. C'est ce qu'on fait avec les Autochtones. Et c'est un peu aussi ce qu'on va faire avec les communautés culturelles, en quelque sorte. Donc, il faut se mettre des balises dans la loi pour protéger les cultures, pour protéger les familles, puisque c'est le pilier d'une nation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr. C'est compétence provinciale. Oui. Une question, c'est l'élément déclencheur de cette loi. Moi, je pense une loi, lorsque le gouvernement veut faire une loi, soit c'est une demande urgente de la population, c'est une nécessité, ou bien c'est un dysfonctionnement grave de la société qui pousse le gouvernement de faire des lois pour réglementer les choses. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi cette loi? Qu'est-ce qui pousse le gouvernement de... Bon, c'est sûr que pourquoi cette loi, je veux dire, si on remonte aux sources, je veux dire, la loi a été créée dans les années 70, aussi parce que, je veux dire, le droit international a changé, c'est-à-dire que l'enfant est devenu sujet de droit. Donc, l'enfant ça donne à l'enfant les mêmes droits qu'un adulte. Donc, c'est à ce moment-là que les protections de la jeunesse se sont développées dans un peu tous les pays plus industrialisés pour commencer. Ça, c'est au départ, OK? Dans le but de protéger l'enfant, ce qui est tout à fait louable. Et moi, je ne suis pas contre la protection de la jeunesse, au contraire. Mais, je veux dire, il ne faut pas en abuser non plus. C'est là que ça ne marche plus. L'élément déclencheur de la proposition qui va être déposée à l'automne, c'est le cas de la fillette martyre de Granby, qu'on a appelée. Donc, une fillette qui a été maltraitée par ses parents. En fait, bon, il n'était plus avec sa mère, mais en tout cas,
Par contre, il faut quand même se poser la question, quel était l'agenda gouvernemental par rapport à la protection de la jeunesse? Puisque des cas comme Granby, il y en a eu plusieurs, il y en a régulièrement. C'est le cas qu'on a mis en lumière dans les grands médias, c'est le cas déclencheur, mais on peut s'interroger à savoir s'il n'y avait pas déjà une intention dans l'agenda politique d'ouvrir le dossier. Ce cas-là, il y en a eu plusieurs après, il y en avait eu plusieurs avant, mais la loi est revue régulièrement, donc là, ce cas-là sert d'élément motivateur pour dire on a besoin de protéger l'enfant, puis on veut tasser la primauté parentale pour avoir plus de moyens d'action pour ouvrir le placement à majorité et l'adoption, faciliter ces choses-là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de la petite fillette de Pourtant, Granby? la primauté, elle existe. Oui, elle existe dans la charte. Ils peuvent l'utiliser en cas exceptionnel. Pourquoi ils veulent faire une loi pour que ça soit généralisé? C'est ça ce qui est un Mais peu... si on regarde le rapport Laurent, dans le rapport Laurent, dans le fond, on le comprend assez facilement que, je veux dire, en lisant les lignes, c'est que les propositions législatives visent à faciliter l'adoption et le placement à majorité. Et on nous dit qu'on veut donner une famille à l'enfant pour la vie. Mais bon, souvent, je veux dire, le problème peut-être que l'enfant, si c'est un problème mineur qu'il avait dans sa famille, il peut retrouver des problèmes semblables en famille d'accueil également. Donc, c'est pas les problèmes qui manquent dans les familles d'accueil aussi? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne suis pas ici pour dire des cas particuliers, là, mais voilà. Je veux juste, en tant que membre de la communauté, dire que ce serait vraiment manquer le bateau que de ne pas appuyer la démarche. Parce que c'est une démarche qui est dans l'intérêt de la communauté et dans l'intérêt de la famille et des parents. Surtout avec toutes les situations qu'on sait et qu'on a vécues. Maintenant, comme membre de cette communauté, c'est sûr que vous avez mon appui, puis je vais en parler pour qu'on appuie la démarche, et toute démarche qui va dans le sens de la protection non seulement de l'enfant, parce que c'est ainsi notre culture, mais la protection aussi de la famille. Et c'est ça la question. L'autre volet, je suis un ex-cadre de la DPJ et j'ai vu évoluer cette loi. J'ai assisté à des amendements et les amendements ont toujours été avec la constance de penser au retour de l'enfant à ses parents et de donner une place aux parents. C'est presque la première fois, c'est vrai, et c'est pour ça que ça devient avec une connotation un peu politique. On se demande, mais c'est quoi la motivation? La question de Granby, là, ils sont à côté de la traque parce qu'à Granby, ce qui s'est passé, il y a la responsabilité des parents, oui, mais il y a aussi la responsabilité de la qualité de service qui a été offerte à ses parents. Et ça, on l'a vu déjà dans d'autres cas qui sont encore aussi dramatiques, le cas de Shafia en Ontario, le cas où les parents et les enfants ont été signalés et l'aide n'a pas été au moment opportun, n'a pas été comme il faut, ce qui veut dire que ça a détruit toute une famille, et ça on le sait. Maintenant, la question de la primauté, moi sincèrement je ne sais même pas, c'est pour ça que les gens peuvent se poser des questions sur les motivations, parce que ce qui touche pour nous là, c'est d'abord dans la socialisation de l'enfant. Dans la socialisation de l'enfant, on passe non seulement l'éducation, la scolarisation, mais on passe aussi, et on a le droit et le devoir de passer nos valeurs à nos enfants. Maintenant, est-ce que c'est ça qui est visé parce que nos valeurs, ça dérange, alors que parce qu'on associe nos valeurs à des choses qui ne font pas l'affaire de certains dirigeants ou de certaines tendances. Alors c'est pour ça que moi je finis par ce que j'ai commencé,
c'est que je vais appuyer la démarche parce qu'elle est dans l'intérêt de notre communauté. Et elle est aussi dans l'intérêt de l'enfant, puisque c'est le droit de l'enfant de recevoir les soins de ses parents aimants et de sa communauté également. Ben, c'est ça le leitmotiv et du tribunal et de la DPJ, parce que les décisions sont un petit peu scindées. C'est sûr que ce que je présente, moi, au tribunal, souvent comme intervenant, le tribunal va le retenir à 99%. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que... Et c'est au nom de l'intérêt de l'enfant. Et parce que dans l'intérêt de l'enfant, on va le dissocier de ses parents. Il y a une contradiction. En plus de dire que, oui, mais ce qu'on cherche, parce que c'est ça aussi une des raisons qui va être avancée et qui est avancée déjà, c'est la stabilité. Parce qu'on cherche à ce que l'enfant soit stable. S'il est avec des parents biologiques, mais que la famille est dysfonctionnelle, que les parents n'offrent pas la stabilité qui est nécessaire, on est obligé de le placer dans une famille substitut parce qu'elle offre une stabilité. Maintenant, ce que M. Rio et d'autres qui s'opposent à ça, c'est qu'ils disent, mais ça se travaille, ça. S'il est placé même temporairement et tout ça, il faut que ça demeure, la primauté parentale, c'est qu'il faut que ça demeure ce lien qui est plus que biologique. Il faut que les liens, même quand l'enfant, maintenant ce qu'on assiste souvent, malheureusement, ce sont des liens qui se coupent un petit peu. Moi j'en ai des cas pleins, que j'en ai soupé parce que ça fait 25 ans que je suis dans le communautaire, et puis il y a des gens que leurs enfants sont placés, et il y a presque des interdits de contact à cause de conflits entre l'intervenant et le parent. Mais si c'est l'intervenant et les parents qui sont en conflit, pour moi, là, c'est un business d'adulte, c'est un problème d'adulte, et l'enfant, il paye pour ça. C'est-à-dire, il ne voit pas son enfant. Et tout ça, ça a fait l'érosion qui nous amène aujourd'hui à ce qu'il vise même la primauté parentale pour l'enlever. Et nous, ça nous touche parce qu'on le sait, et ça a été aussi au Québec, malheureusement, avant la fameuse Révolution tranquille, c'est que la famille, c'est le socle de la société. La famille, c'est très important et il faut la protéger. Donc, c'est pour ça que même la Convention internationale, elle parle de culture, elle parle de socialisation de l'enfant, et tout ça, ce n'est pas dans un milieu substitut qu'il va l'avoir. Et si l'enfant est placé, et là il y a maintenant la question de placement minimal, que si l'enfant il est placé au-delà de 1 an, 2 ans, dépendamment de l'âge, ben là on peut prévoir qu'il va être confié à cette famille. Dans certains cas, on va jusqu'à l'adoption de l'enfant. Moi j'ai des cas, là, vous êtes au courant, c'est qu'il y a des cas où l'enfant il est placé, il est tellement placé dans la famille, et les formalités traînent, et pendant que ça traîne, ben ça crée la stabilité ailleurs pour l'enfant, ou une prétendue stabilité, mais pendant qu'il est stable, et pendant que les parents se battent pour l'avoir, ben là, on est en train de penser que, bien, puisque la stabilité s'amorce, ben on est mieux de le confier à cette famille-là. Elle est tellement bonne, elle est tellement gentille, et souvent, c'est pas le contraire. Ils sont gentils, mais ils ne sont pas les parents légitimes. C'est aussi simple que ça. Alors, on pense même à l'adoption. Et la grande crainte dans cette loi-là, c'est qu'elle favorise ces étapes-là vers l'adoption des enfants. Et qui dit adoption, surtout qu'on place des enfants dans des familles qui ne sont pas nécessairement adaptées culturellement, qui dit adoption de l'enfant chez une autre famille, dit possibilité de changer jusqu'au nom et changer tout, y compris la religion, y compris tout. Alors, est-ce qu'on va nous taxer de vraiment qu'on dramatise parce qu'on dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'assimilation derrière ça?
ben, on a le droit de se poser des questions. Parce qu'on a immigré ici là, pour changer notre qualité de vie, mais on n'a pas immigré pour vendre nos enfants. Ni si c'est le dollar qui va nous faire changer, nous, parce que on est. Alors c'est pour ça que moi, personnellement, je vais en parler à des gens et on va aller pour appuyer cette cause. C'est parfait. J'ai une question qui est très importante parce que tout ce qui est en train de se faire pour les enfants, disons 0-18 ans, d'accord? Toute cette période-là, l'enfant il est en train d'être massacré, sentimentalement, psychologiquement, culturellement. Quand il arrive à 18 ans, qu'est-ce qu'il devient cette personne-là? Est-ce que ça va être une personne normale? Est-ce que ça va être... est-ce qu'il peut être un adulte responsable pour... Mieux que ça, on a parlé longtemps. Il y a plusieurs chantiers pendant des années de la réinsertion. La réinsertion qu'on parle pour les adultes qui sont en prison, on en a parlé que lorsque l'enfant devient un enfant de l'État, parce que c'est ça, c'est qu'il devient un enfant institutionnalisé. Comment arriver à 18 ans, en faire un citoyen qui va sortir de là? Mais je peux vous dire que moi j'ai vu des enfants, après quelques années de placement, 7, 8 ans, à 18 ans, sortir de centres de jeunes avec un sac noir, avec ses vêtements, et il doit aller dans un appartement supervisé pour quelques semaines pour qu'il s'arrange après. Donc, malheureusement, c'est ça qu'il faut que ce soit vu. C'est ça, parce que là, c'est le résultat. Là, on a une famille détruite et des enfants détruits aussi. Donc, Alain, est-ce qu'il y a... Oui, j'ai une question. Oui. S'il vous plaît, c'est des questions un petit peu dates. Quand est-ce que c'est censé d'être voté cette loi-là? Et deuxième des choses, est-ce qu'il y a des lieux d'espoir que cette loi-là ne se passe pas? Bien entendu, je veux dire, comme je disais, dans le fond, plus on va être nombreux à appuyer la cause et ce qu'on va demander, il est possible, bien entendu, que le législateur comprenne que c'est la bonne chose à faire. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour alerter. C'est pour ça qu'on est là. Si la population le demande, bien entendu que, je veux dire, c'est le rôle du législateur de faire les choses pour la population, il est là pour ça. Donc, mais il faut le demander, parce que la chose n'a jamais été demandée, les parents ne sont jamais représentés. Maintenant, on a cette option-là d'aller se représenter. Ma demande est déjà déposée, a déjà été reçue par l'Assemblée nationale pour représenter les parents. Donc maintenant, je veux dire, moi, ce que je demande aux parents, c'est comme je le demande ici. Je dis, je vous demande de participer, prendre acte de la vérité et de la réalité dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de répondre aux questions du référendum sur la page qui est lespapas.org. Ça, on va mettre le référendum. Oui, bien entendu. Et c'est ce qu'il y a à faire. Donc, si les gens s'impliquent et plus on va être nombreux, bien entendu qu'on va se faire écouter. Mais quand on dit nombreux, c'est pas 20 000, c'est pas 30 000. C'est plus que ça. Il faut vraiment qu'on arrive au moins 100 000. Ouais. La balle est lancée. Maintenant, il s'agit aussi, c'est pour ça que présentement je parcours le Québec pour faire une campagne de sensibilisation et que je dépose des flyers un peu partout, que je fais des points de distribution pour informer, parce que je me rends compte que la majorité de la population ne connaît pas le dossier, ne savent même pas c'est quoi primauté parentale, ne savent pas qu'il va y avoir une loi qui va toucher ça à l'automne. Et c'est une loi spécialisée, il faut le rappeler, c'est une loi spécialisée. Donc, quand un juge de la Chambre de la jeunesse rend une décision, le juge de la Cour supérieure, même si un jugement de divorce, il reste sur une tablette. C'est la loi de la protection de la jeunesse qui passe avant. Et c'est peut-être passé par la porte de derrière, comme je le disais, même si la chose reste inscrite dans la charte. Toutefois, cette porte de derrière-là est très, très, très puissante. Et
voilà pourquoi je demande aux gens de supporter la démarche. Mais Maintenant, ça, là, je vous remercie infiniment à tous d'avoir été ici, d'avoir posé des questions et de m'avoir invité. C'était un grand plaisir et je pense que la chose va faire son petit bonhomme de chemin. Je vous remercie beaucoup. merci. 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 De toute façon, on va mettre